Voilà, donc merci à tout le monde et en particulier donc à l'amicale des élèves et étudiants ressortissants de Djiddah Thiaroye Kao, que nous félicitons pour l'initiative, mais également que nous remercions à notre niveau pour la confiance placée sur notre modeste personne pour le déroulé de cette activité traditionnellement appelée synthèse de philosophie. Donc c'est notre premier rendez-vous, ce ne sera pas le dernier, on aura un deuxième rendez-vous, il vous l'a déjà dit, toujours avec notre partenaire qui nous accompagne depuis 12 ans, INSUP Afrique. Et donc, ceux qui le souhaitent parmi vous, le dimanche 23 juin, en partenariat avec l'amicale des élèves étudiants ressortissants de Djiddah Thiaroye Kao, ils vont mettre à votre disposition des bus de transport aller et retour pour que vous puissiez vous rendre et suivre la synthèse annuelle qu'on fait le dimanche 23 juin cette année à partir de 9h au Monument de la Renaissance. Donc ce sera toujours avec INSUP Afrique, mais également avec l'amicale des élèves et étudiants de Djiddah Thiaroye Kao, à qui nous faisons la primeur cette année. L'année dernière, c'était les étudiants de Guédiawaye. Cette année, je vais donner ça à la bande Andé Khar et au président. Donc il y aura, si vous le voulez, des t-shirts avec amicale des élèves et étudiants ressortissants de Djiddah Thiaroye Kao. Et comme je dis, les élèves seront transportés gratuitement, aller et retour. Et donc on va fêter encore une fois la philosophie. Mais pour le moment, nous en sommes à cette première étape aujourd'hui. Donc voilà, nous sommes là pour essayer de revenir un peu sur les différentes articulations de votre programme qui ont été déjà prises en charge par mes collègues au niveau de vos différentes classes. Donc pour l'essentiel, je crois que vous avez tous fini votre programme. Et ceux qui n'ont pas fini, ils en sont presque, je crois, au niveau de l'esthétique, si je ne me trompe. C'est bien ça? Et donc on va revenir sur ces principales étapes-là pour encore une fois faciliter la compréhension par le discours que nous placerons. Mes remerciements également à celui qui est à ma gauche, M. Mbot, oui. On me dit que c'est un professeur de philosophie. Donc tant mieux, vous êtes gâtés, vous n'avez pas un, vous avez deux professeurs de philosophie. Et tant que vous le souhaiterez, on pourra vous donner la parole également pour apporter votre contribution à cette activité-là. Vous le savez très bien, on n'a pas beaucoup de temps, mais même si, comme j'ai dit, on n'a pas beaucoup de temps, ça veut dire qu'on a juste démarré, mais ils se sont excusés eux-mêmes du fait que nous n'ayons pas démarré à l'heure à laquelle vous avez été conviés, c'est-à-dire 10 heures. Mais vous le comprenez, ce sont des couacs liés à l'organisation. Mais de toute façon, comme je dis moi souvent, on n'a jamais le temps, hein, parce que même le temps que je prends à demander qu'on ait un peu plus de temps et du temps que nous volons autant. Et à partir du moment où le temps que je prends pour demander autant, de me donner le temps d'avoir le temps de faire le discours, c'est déjà du temps, et nous sommes en train de perdre du temps, et ce temps que nous perdons, nous ne pourrons jamais véritablement le rattraper. Mais nous savons tous que vous avez commencé pour l'essentiel l'aventure au début de l'année. Je disais que pour l'essentiel, vous avez commencé l'aventure au début de l'année par essayer de répondre à une question qui est au niveau du domaine numéro 1, la question « Qu'est-ce que la philosophie ?» Ensuite est venu l'heure de visiter le domaine numéro 2, celui de la vie sociale. Ensuite, le domaine numéro 3, celui de la question épistémologique. Et enfin, le dernier domaine, le domaine numéro 4, celui de la réflexion sur l'art. Et quand la philosophie réfléchit sur l'art, vous le savez, ça s'appelle simplement de l'esthétique. Donc, pour commencer par le commencement. Tout le long du domaine numéro 1, la seule question qui a été au cœur de vos préoccupations est relative, bien sûr, à la question « Qu'est-ce que la philosophie ?» Et je suis persuadé, brillants élèves que vous êtes, qu'au moment où nous parlons, vous avez compris que vous avez cherché à montrer ce qui fait la particularité de la philosophie et donc en même temps ce qui permet de faire la différence entre la philosophie et des formes de connaissances telles que le mythe, telles que la religion, également telles que la science. Et donc au terme du parcours, puisqu'il s'agit d'une synthèse, vous en êtes arrivé à la conclusion que la philosophie ne se confond avec aucun des autres modes de connaissance. Donc vous en êtes arrivé à la conclusion qu'en réalité, la philosophie est une manière d'interroger le réel qui a sa spécificité et en tant que tel, c'est un discours de la marge, c'est un discours décalé par lequel l'homme cherche à répondre à quoi? Mais aux questions fondamentales de l'existence humaine. Donc vous retenez que dans le travail de comparaison, entre la philosophie et le mythe, entre la philosophie et la religion, entre la philosophie et la science, et même pour les élèves de S, entre la philosophie et la magie, dans tout ça, vous avez montré qu'est-ce qui fait la particularité de la philosophie. Et répondre à la question qu'est-ce qui fait la particularité de la philosophie revient à dire ce que j'ai dit. C'est que de toutes les disciplines, seule la philosophie a pour vocation. Donc de toutes les disciplines, seule la philosophie a pour vocation
de réfléchir, mais j'ai dit de réfléchir à quoi? Aux questions fondamentales de l'existence humaine. Ces questions-là sont des questions éternelles. Autrement dit, c'est des questions qui n'ont cessé de tarauder la conscience, et en tant que tel, l'homme a cherché à y répondre le long des millénaires, et donc les différentes réponses sont constituées de ce qu'on appelle l'histoire de la philosophie. Donc à la question, qu'est-ce que la philosophie? Je n'insiste pas, je disais, parce que vous êtes tous parvenus à une réponse, laquelle? C'est que c'est une question qui ne pouvait pas recevoir de réponse rigoureuse et définitive. Et parmi les nombreuses raisons faisant que vous et vos professeurs, vous êtes arrivés à la conclusion que la philosophie ne pouvait recevoir de définition ayant un caractère de validité et faisant l'unanimité. J'ai dit parmi les nombreuses raisons faisant que à la question qu'est-ce que la philosophie, vous êtes parvenu à une réponse. Quelle est la réponse à laquelle vous êtes parvenu? Je la répète, c'est que la philosophie n'a pas de définition unanime et universelle. On est d'accord? Et quand vous êtes arrivé à cette conclusion avec vos professeurs, que la philosophie n'a pas de définition unanime et universelle, pourquoi? 1000 raisons, mais essentiellement 3, faisant qu'on ne peut pas dire qu'est-ce que la philosophie. La première de ces raisons est que, contrairement aux autres formes de savoir, aux autres disciplines, par exemple la science, vos professeurs vous ont tous dit que la science, elle est gouvernée par quoi? Par le consensus. Elle est gouvernée par l'accord, elle est gouvernée donc par même l'unanimité sur certaines questions. Mais là où la science repose sur l'accord des esprits compétents, sur le consensus et sur l'unanimité, vous savez très bien qu'au contraire, la philosophie n'admet ni consensus ni unanimité. Pourquoi? Parce qu'elle est gouvernée par la querelle, la controverse entre les disciplines, faisant qu'en tant que telle, la philosophie, en philosophie du moins, les systèmes se construisent mais en se détruisant. Donc la première raison pour laquelle la philosophie est indéfinissable, elle est liée au fait que là où chacune des autres disciplines a un objet d'étude spécifique, donc qui lui est propre, vous le savez très bien, la philosophie, elle ne peut pas recevoir un objet d'étude qui lui appartiendrait en propre. De manière très simple et très terre à terre, à la question qu'est-ce que les mathématiques, votre professeur de philosophie, votre professeur de mathématiques du moins, ne prendra pas le temps que prend votre professeur de philosophie. Donc à la question qu'est-ce que les mathématiques, votre professeur se dira mentalement quel est l'objet d'étude des mathématiques, et il répondra, si je ne me trompe pas, les mathématiques sont cette discipline qui ont pour objet les nombres, les grandeurs et les quantités mesurables. Et quand il aura dit quel est l'objet d'étude des mathématiques, et quand il aura répondu les mathématiques sont cette discipline qui ont pour objet d'étude les nombres, les grandeurs et les quantités mesurables, il aura défini, il aura dit où commence, il aura dit où s'arrêtent les mathématiques. De la même manière, à la question qu'est-ce que l'histoire, le professeur d'histoire également ne perdra pas entre guillemets le temps que prend votre professeur de philosophie. Il dira quel est l'objet d'étude de l'histoire. Et si je n'ai pas oublié mes leçons de l'école primaire, il dira, je crois, l'histoire est cette discipline qui a pour objet d'étude le passé des hommes. Et quand il aura dit de l'histoire, quelle est cette discipline qui a pour objet d'étude le passé des hommes, il aura borné, clôturé, délimité, dit où commence et où s'arrête l'histoire. Mais vous êtes d'accord avec moi que le raisonnement que nous venons de faire n'est pas conductible dans ce qui concerne la philosophie. Parce que là où le prof de maths dit quel est l'objet d'étude des mathématiques, là où l'historien dit quel est l'objet d'étude de l'histoire, mais vous savez très bien que lorsque vous poseriez la question quel est l'objet d'étude de la philosophie, vous verriez que vous êtes dans l'impossibilité de dire voilà ce qui est constitutif de l'objet d'étude de la philosophie. Ma fille qui est en face de moi, si je lui disais quel est l'objet d'étude de la philosophie, elle pourrait me répondre en me disant la philosophie est une réflexion sur la vie. Sa voisine pourrait dire c'est une réflexion sur la mort, que toutes les deux réponses seraient bonnes. Ça veut dire quoi? Que la première raison pour laquelle la philosophie est indéfinissable, la première raison pour laquelle on ne peut pas répondre de manière exhaustive à la question qu'est-ce que la philosophie, c'est que donc, contrairement à l'histoire, à la géographie, à la biologie, donc contrairement aux autres disciplines, la philosophie, elle n'est pas un, mais elle a plusieurs et elle a même une infinité d'objets. Et à partir du moment où la philosophie est un discours total, j'entends par discours total le fait que
La philosophie est une tentative de compréhension. De quoi? De tous les aspects, de toutes les dimensions et de toutes les manifestations de l'existence humaine. Nous sommes là ensemble réunis. Qu'est-ce que le travail? Quelqu'un en vient au monde, qu'est-ce que la vie? Quelqu'un en sort, qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que la paix? Qu'est-ce que la liberté? Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que le destin? Bref, la philosophie, la première raison pour laquelle elle est indéfinissable, c'est qu'elle n'a pas un, mais elle a plusieurs, elle a une infinité d'objectifs, faisant qu'on ne peut pas dire où est-ce qu'elle commence, ou on ne peut pas dire où est-ce qu'elle s'arrête. À cette première raison, liée donc à l'absence d'objet d'étude propre et spécifique, s'y ajoute une deuxième raison, que nous allons chercher chez le philosophe de l'Aufklärung, le philosophe du siècle des Lumières, Emmanuel Kant. C'est un philosophe français, Gilles Deleuze, qui raconte que le philosophe allemand Emmanuel Kant, au bout de 2 ou 3 mois d'enseignement de philosophie, un matin, un étudiant l'interpella pour lui dire « Professeur, ça fait bien longtemps que nous parlons de philosophie, mais il y a une question à laquelle on n'a pas répondu. » Et Kant demande à l'étudiant « Quelle est cette question à laquelle on n'aurait pas répondu ?» L'étudiant dit « La question, qu'est-ce que la philosophie ?» C'est Gilles Deleuze qui dit que Kant, entre guillemets, bondit de son siège de professeur pour lui dire « Mais comment tu peux me demander qu'est-ce que la philosophie? Où est la philosophie? La philosophie, elle n'existe pas. » Et lorsque Emmanuel Kant lui dit « Comment tu peux me demander qu'est-ce que la philosophie? La philosophie, elle n'existe pas. » C'était une manière de dire au garçon qu'en réalité, je ne peux pas dire qu'est-ce que la philosophie, parce que dans la réalité, la philosophie ne se conjugue pas au singulier, mais elle se conjugue au pluriel. Ou en termes simples, il n'y a pas une philosophie, mais des philosophies. Et à partir du moment où il n'y a pas une, mais plusieurs philosophies, nous n'aurons pas une définition, mais bien évidemment plusieurs tentatives de définition de la philosophie. À ces deux premières raisons, je rappelle, l'absence d'objectifs propres, la pluralité des systèmes, Emmanuel Kant lui-même ajoute une troisième et dernière raison, faisant toujours qu'on ne peut pas définir la philosophie. Quelle est cette troisième et dernière raison? Il dit, comme je l'ai dit au départ, en réalité, c'est la raison même la plus décisive, ça veut dire la plus importante. Et quelle est cette troisième raison que Kant juge la plus décisive, faisant qu'on ne peut pas dire ce qu'est la philosophie? Il dit, comme je vous l'ai rappelé, que la philosophie en tant que telle, elle est un terrain dans lequel les philosophes eux-mêmes sont dans l'impossibilité de s'accorder sur ce qu'est la philosophie. Et Kant dit, remarquez que le plus souvent, les philosophes, les définitions qu'ils donnent de la philosophie, mais sont même souvent des définitions contradictoires. Vous connaissez tous, je crois, je n'ai pas besoin de la rappeler, la belle métaphore qui est employée par Emmanuel Kant. À la question de savoir à quoi ressemble l'histoire de la philosophie, il répondait en disant « Elle est semblable à cette sorte d'arène dans laquelle des gladiateurs se livreraient à des combats meurtriers, mais au terme desquels combats, dit Emmanuel Kant, il n'y a jamais ni vainqueur ni vaincu. » Et lorsque Emmanuel Kant donc assimilé, comparé le champ de la philosophie à une sorte d'arène, de champ de bataille, où s'affrontent des théories opposées, mais où il n'y a jamais ni vainqueur ni vaincu, l'expression ni vainqueur ni vaincu signifie simplement qu'en réalité, il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise définition. Et que s'il n'y a ni de bonne ni de mauvaise définition, chaque auteur définit la philosophie selon l'orientation de sa pensée, chaque auteur définit la philosophie selon l'expression de sa propre vision du monde. Conséquence, presque autant d'auteurs que de tentatives de définition de la philosophie. Et donc, ces trois raisons, je les rappelle. 1. L'absence d'objet d'étude propre. 2. La pluralité et la diversité des systèmes. Et 3. La non-convergence des points de vue fait que on en arrive à la conclusion, donc, comme j'ai dit au départ, que la philosophie, elle ne pouvait pas recevoir parce qu'elle n'admet pas de définition unanime et universelle. Et donc, vous l'avez compris, l'argument fondamental qui résume ces trois est lié au fait que la philosophie, elle est une activité, mais elle est une activité profondément personnelle. Et cette dimension de profonde personnalité fait que chaque auteur imprime à la philosophie les marques de sa propre pensée, les marques de son propre génie. Et c'est pourquoi l'histoire de la philosophie va fourmiller de 1000 définitions, mais j'ai dit pour l'essentiel, ces définitions seront rigoureusement contradictoires entre elles-mêmes.
On n'a pas besoin de donner d'exemple. Par exemple, les exemples les plus terre à terre, les plus célèbres que vous retenez et usés par mes collègues en terminale, par exemple chez Platon. Vous le savez très bien, à la question qu'est-ce que philosopher, si je tendais le micro à n'importe lequel d'entre vous, chez Platon, qu'est-ce que philosopher, il répondrait bel et bien que la philosophie ou l'activité philosophique est un apprentissage de la mort. Vous vous en souvenez. Mais lorsque Platon disait que philosopher c'est apprendre à mourir, ben cette définition-là, est-ce qu'elle fera l'unanimité? Malgré un succès de plusieurs millénaires, cette définition de Platon, selon laquelle philosopher c'est apprendre à mourir, ben vous le savez très bien, elle sera vigoureusement rejetée et critiquée dans le champ de la philosophie. Je pense à qui? Au contradicteur principal de Platon, c'est-à-dire Nietzsche. Donc là où Platon dit le philosophe c'est quelqu'un qui tourne le dos au plaisir du corps, c'est quelqu'un qui méprise les bonheurs de ce monde pour vivre dans la méditation, dans la pensée et dans la réflexion, et que donc quand Platon dit philosopher c'est apprendre à mourir, vous l'avez compris, c'est tuer le corps. Tuer le corps, ça veut dire quoi? Avoir une attitude de rejet, de mépris à l'égard du corps et des plaisirs de ce monde-là, comme j'ai dit, pour s'élever par le biais de son âme vers la méditation et vers la réflexion. Vous posez la même question à Nietzsche. Qu'est-ce que philosopher? Il vous dira, mais Platon c'est le plus grand menteur de l'histoire des idées. Platon est un marabout ou un prêtre perdu dans l'histoire de la philosophie. Quelle est cette histoire de dire que la philosophie, philosopher c'est tourner le dos, c'est mépriser les plaisirs du monde et du corps? Nietzsche dit au contraire, philosopher ce n'est pas tourner le dos au monde, ce n'est pas tuer le corps, mais Nietzsche dit philosopher, j'ouvre les guillemets, c'est adorer inconditionnellement la vie. Quel rapport y a-t-il entre ces deux définitions, mes amis? Un, celle de Platon disant le philosophe il tourne le dos à la vie, il oublie son corps, oublie les plaisirs liés à ce corps et à ce monde pour vivre dans la méditation. Nietzsche disant au contraire, le philosophe il mord dans la vie à pleines dents, il célèbre la vie dans toutes ses manifestations. Quelle est la bonne, quelle est la mauvaise définition? Nous avons déjà répondu avec Kant qu'il n'y a pas de bonne, qu'il n'y a pas de mauvaise, mais vous voyez que ces définitions sont absolument contradictoires. Et tout cela, j'ai dit, manifeste quoi? L'aspect de profonde personnalité de la philosophie. Et cette dimension de profonde personnalité de la philosophie, j'ai dit, j'espère que vous me suivez, qui est au fond la raison principale pour laquelle la philosophie n'est pas définissable. Si je devais en trouver une illustration du caractère profondément personnel de la philosophie, on ne serait resté simplement chez Nietzsche. Rappelez-vous Nietzsche, à la fin d'une de ses conférences, un garçon est tellement émerveillé, séduit par le discours de Nietzsche qu'il se met à courir derrière lui en lui disant mais arrête-toi, je veux que tu sois mon maître et que je sois ton disciple et je veux surtout que tu me montres le chemin pour bien philosopher. Quand le garçon lui dit je veux que tu sois mon maître, que je sois ton disciple et que surtout tu me montres le chemin pour bien philosopher, Nietzsche s'arrête en le regardant et lui dit mais tu m'as trahi parce que moi je te prenais pour l'un de mes plus brillants étudiants, mais quand tu me demandes d'être ton maître, que tu sois mon disciple et quand tu me demandes surtout de te montrer le chemin pour bien philosopher, c'est que tu n'as absolument rien compris à mon enseignement. Nietzsche lui dit jeune homme, dès le départ moi je t'ai dit que je suis philosophe et en tant que philosophe j'écris avec mon sang, S-A-N-G, et Nietzsche dit ceux qui écrivent avec leur sang ils ne peuvent pas, ils ne doivent même pas être imités. Et je t'ai dit la première leçon que je t'ai enseignée, elle a consisté à montrer quoi? Que ce n'est jamais rendre service à son maître que de continuer à être éternellement son disciple. Donc jeune homme, retiens que tu ne deviendras jamais philosophe en répétant après moi ce que j'ai dit et écrit. Et Nietzsche dit surtout, le plus grand service que tu pourras me rendre, ce n'est pas donc de me répéter, mais le plus grand service que tu me rendras, c'est de me tuer. Mais quand Nietzsche dit, le plus grand service que tu me rendras, c'est de me tuer, ça veut dire quoi? C'est de me contester. Quand tu m'auras contesté, tu m'auras détruit. Quand tu m'auras détruit, tu m'auras tué. Mais quand tu m'auras tué, je vais renaître en toi. Et quand je renais en toi, c'est sous la forme du bâtisseur de ta propre pensée. Nietzsche lui dit, tu veux que je te montre le chemin pour bien philosopher? Écoute jeune homme, ce que je vais te dire, en philosophie, il n'y a pas de chemin, il n'y a que ton chemin et c'est à toi de l'inventer. Fin de citation. Vous l'avez compris, quand Nietzsche finit par dire au garçon, en philosophie, il n'y a pas de chemin, il n'y a que ton chemin et c'est à toi de l'inventer, c'était une façon de lui dire quoi? Que la philosophie, elle est l'affaire personnelle du philosophe. Et donc, au terme de cette première étape, nous avons montré que la philosophie, elle ne peut pas recevoir définition unanime et universelle parce qu'au fond, elle est une activité, mais une activité profondément personnelle. Deuxième étape, en suivant le conseil de Socrate, qui nous dit, si vous êtes dans l'impossibilité de dire ce qu'est la philosophie,
contentez-vous de dire ce qu'elle n'est pas. Et quand vous aurez dit ce qu'elle n'est pas, vous aurez avoir une idée de ce qu'elle peut bien être. Et donc, dire ce que n'est pas la philosophie, vous l'avez réglé. Je crois, vers octobre, novembre, disons même au plus tard décembre. Lorsque vous vous êtes amusé avec votre professeur à faire l'approche étymologique du mot philosophie. Vous vous en souvenez? Vous aviez tous montré que dans philosophie, nous avons un préfixe et un suffixe. Le préfixe c'est philo et le suffixe c'est sophie. Philo venant du grec. Philo venant du grec, mes amis. Je n'entends rien. Philaen, que l'on traduit par... c'est un verbe. C'est pas un nom. Donc, que l'on traduit par... que l'on traduit par aimer ou bien par désirer. Et ensuite, le suffixe philo venant toujours du grec. Plutôt, le suffixe sophie venant toujours du grec. Hein? Venant du grec, sophia, que l'on traduit par... pas seulement par sagesse, mais par savoir et par sagesse. Retenez-le, chez les anciens Grecs, savoir et sagesse étaient inséparables. On ne pouvait pas être sage si on ne savait pas, et on ne savait pas si notre savoir ne nous conduisait pas à la sagesse. Donc, Sophie vient du grec Sophia, que l'on traduit par savoir et par sagesse. Donc, étymologiquement, qu'est-ce que la philosophie? Vous répondez en disant, elle est l'amour du savoir, l'amour de la sagesse, n'est-ce pas? Mais quand vous avez dit que, étymologiquement, la philosophie désigne l'amour du savoir, l'amour de la sagesse, en même temps, vous avez répondu à la question, qu'est-ce que n'est pas la philosophie? On est d'accord? Pourquoi quand vous avez dit que la philosophie désigne l'amour du savoir, l'amour de la sagesse, en même temps, vous avez dit ce qu'elle n'est pas? Mais parce qu'on l'a dit et répété, là où il y a amour, il y a manque. Là où il y a amour, il y a vide. Là où il y a amour, il y a absence. Pour la raison simple et élémentaire que rappelle Platon. À savoir qu'en général, on ne peut pas désirer. On ne peut pas désirer ce que l'on a, mais on ne peut désirer que ce que l'on n'a pas. Et à partir du moment où on ne peut pas aimer ce que l'on a, mais on ne peut désirer que ce que l'on ne possède pas, lorsque nous disons de la philosophie qu'elle est amour du savoir, amour de la sagesse, en même temps vous avez dit quoi? Elle n'est pas la possession du savoir, elle n'est pas la possession de la sagesse. En d'autres termes, le philosophe n'est ni celui qui sait, ni celui qui est sage, mais simplement celui qui est désireux de savoir, celui qui est désireux d'être sage. Vous vous rappelez Socrate, non? Qui nous dit que philosopher, c'est commencer par reconnaître quoi? À partir du moment où nous venons de dire que étymologiquement, le philosophe n'est ni celui qui sait, ni celui qui est sage, Socrate le réglait lui-même déjà, en montrant que philosopher, c'est commencer par reconnaître quoi? Son ignorance, reconnaître quoi? Sa pauvreté en matière de connaissance. Et donc, ça veut dire simplement que le philosophe, encore une fois, il n'est pas celui qui sait, il n'est pas celui qui est sage, mais il se distingue par le mouvement permanent par lequel il tend vers le savoir, il tend vers la sagesse, mais sans jamais s'installer de façon définitive, ni dans la possession de savoir, ni dans la possession de cette sagesse. Rappelez-vous le philosophe camerounais Marcien Toa, disant, j'ouvre les guillemets, la philosophie est un mouvement qui part de l'ignorance vers le savoir et du savoir vers l'ignorance. Fin de citation. Vous l'avez très bien compris lorsque le penseur, le philosophe camerounais Marcien Toa dit, j'ouvre encore une fois les guillemets, la philosophie est un mouvement qui part de l'ignorance vers le savoir et du savoir vers l'ignorance. Cela signifie simplement quoi? Que le philosophe, il ne sait pas. Et à partir du moment où il ne sait pas, il cherche à savoir, arrive à une réponse, et cette réponse-là, elle le met encore une fois en face de sa nouvelle ignorance. Et donc, de ce point de vue-là, dire avec Socrate que commencer à philosopher, c'est dès le départ reconnaître sa pauvreté en matière de connaissance, mais c'est exactement ce que rappelle le premier disciple et le plus célèbre de Socrate, et qui n'est autre que Platon. Vous vous rappelez, Platon disait, je ne sais pas qui est philosophe, mais je sais au moins qui ne philosophe pas. Vous vous en souvenez? Qui ne philosophe pas chez Platon? À la suite de son maître, Socrate, proclamant que philosopher, c'est commencer par reconnaître son ignorance. Philosopher, c'est commencer par reconnaître sa pauvreté en matière de connaissance, mes amis. Qui ne philosophe pas? Platon répondait en disant, vous vous en souvenez, les dieux ne philosophent pas, les ignorants ne philosophent pas, mais les savants non plus ne philosophent pas. Et quand Platon dit, ni les dieux, ni les savants, ni les ignorants ne philosophent, vous l'avez compris. Pourquoi les dieux ne philosophent pas? Pourquoi les dieux ne sauraient philosopher?
À partir du moment où philosopher, c'est reconnaître qu'on ne sait pas. Pourquoi le Dieu, bien évidemment, ne saurait philosopher, mes amis? Mais parce que par définition, Dieu, il sait tout, il est omniscient. On ne peut pas imaginer donc Dieu à la quête de ce qu'il possède déjà. Quand il dit également, les savants ne philosophent pas. Mais pourquoi? Parce que par définition, un savant, c'est quelqu'un qui sait et qui détient un certain nombre de connaissances. Pourquoi les ignorants ne philosophent pas? Pourquoi les ignorants ne philosophent pas? Ah, là, il y a un problème. Parce que Socrate lui-même se proclamait ignorant. Et Platon, qui est son disciple, ose dire ben, les ignorants ne philosophent pas. Ça veut dire implicitement qu'il y a une différence entre l'ignorance de Socrate et cette ignorance dont parle Platon. Donc pourquoi les ignorants ne philosophent pas? Pourquoi les ignorants ne philosophent pas? Mais dites-le moi, mes amis, parce que non seulement ils sont ignorants, mais vous êtes bien timide. Non seulement ils sont ignorants, mais ils sont ignorants de leur propre ignorance. L'ignorance de Socrate est une ignorance savante, non? Vous m'avez entendu répéter ça 1000 fois, vous le chantez par cœur. Quand Socrate marchait dans Athènes, capitale de la Grèce, les pieds nus, et quand les gens le regardaient, une façon de dire, Machallah, voilà l'homme dont on entend parler, qui a une tête pleine à craquer de connaissances. Socrate, avec son petit sourire au coin, s'approchait d'eux et leur disait, venez jeunes gens, vous êtes en train de me regarder, une façon de dire, nous sommes en face de l'homme le plus savant, mais que Dieu ait amené sur terre. Il dit, détrompez-vous, je ne suis pas celui qui sait, là où vous seriez ceux qui sont ignorants. Socrate dit, la différence entre vous et moi, ce n'est pas que moi, Socrate, ma tête soit vide et que ce n'est pas que moi, Socrate, ma tête soit pleine et que vos têtes soient vides. Quelle est la différence? Vous l'avez entendu dire. Pour tous mes suiveurs, Socrate leur disait, la différence, ce n'est pas que moi, Socrate, j'ai une tête pleine là où vos têtes sont vides. La différence, c'est quoi? C'est que vous, non seulement vous ne savez pas, mais vous ne savez pas que vous ne savez pas. Et pire, non seulement vous ne savez pas que vous ne savez pas, mais vous croyez savoir. Et Socrate dit, celui qui croit savoir, c'est interdit définitivement de savoir. Alors que moi, Socrate, non seulement je ne sais pas, mais au moins. Moi, Socrate, non seulement je ne sais pas, mais au moins. Et celui qui sait qu'il ne sait pas, hein? Celui qui sait qu'il ne sait pas, ben, il s'est rendu disponible pour aller à la quête de quoi? À la quête du savoir et à la quête de la sagesse. Dans tous les 35 dialogues de Platon, parce que Socrate lui-même n'a rien écrit, on vous l'a déjà dit, je crois. Donc, dans tous les 35 dialogues, à chaque fois qu'une question est posée, à la fin, il n'y a jamais de réponse. Socrate finit toujours par dire la même chose. Mon travail est terminé à partir du moment où je vous ai amené vous-même à vous rendre compte du fait que vous croyez savoir, là où en réalité vous ne savez absolument rien. Le dialogue que j'aime bien, mes suiveurs le connaissent, c'est le dialogue qui a pour thème le beau. Ce matin-là, Socrate se promenant dans les rues de Athènes, il entend des éclats de voix lui parvenir, et quand il suit l'origine des éclats de voix, ça le conduit au bord de la plage et en face de jeunes gens. Quand il s'approche, les jeunes gens sont surexcités, en train de discuter, et Socrate leur dit, mais jeunes gens, de si bon matin, même à 3 km d'ici, j'entends les éclats de votre voix. Quelle est l'origine de cette situation? Et quand je m'approche, je me rends compte même qu'il y a de l'électricité dans l'air. Ça veut dire quoi? Je me rends compte même que vous êtes sur le point de vous battre les uns contre les autres. Je suis curieux de savoir l'origine de cette situation. Mais naturellement, quand une personne d'un certain âge s'approche et veut se mêler de la conversation de jeunes gens, ils sont un peu gênés. Mais quand Socrate insiste, celui qui est le plus familier, qui s'appelle Hippias, dans le groupe de jeunes gens, lui dit, Socrate, est-ce que tu vois cette jeune fille là-bas? Socrate dit oui, en effet. De l'autre côté du fleuve, je vois une jeune fille en train de traverser. Et qu'en est-il de cette jeune fille? Lui demande Socrate. Le garçon, en se grattant la tête, comme vous l'auriez fait, lui dit, mais Socrate, elle venait de passer devant nous, quoi. Certains prétendaient qu'elle était très belle, là où au contraire d'autres prétendaient qu'elle était absolument laide, et c'est ainsi que ça a dégénéré pour donner la situation qui s'offre à vos yeux. Socrate, vos professeurs vous ont parlé, ben il va éclater de rire en leur disant, mais ce matin je suis l'homme le plus gâté, l'homme le plus heureux au monde. Et ces garçons lui disent, mais en quoi êtes-vous l'homme le plus heureux au monde? Il dit, j'ai en face de moi des jeunes gens prêts à se battre rien que sur la question de savoir, la fille elle est laide, est-ce qu'elle est belle? Reconnaissez que je suis très
très gâté. Sur la seule question de savoir la fille elle est belle, elle est, c'est que forcément vous devez être des experts en matière de beauté, parce que seul un expert en matière de beauté peut risquer d'en venir aux mains sur la question de la beauté ou de la laideur d'une jeune fille. Mais Socrate leur dit, ne vous disputez pas, ne vous battez pas les uns contre les autres. Vous voulez savoir elle est belle, elle est laide, répondez à la bonne question et l'affaire est réglée. Mais comme ces jeunes gens-là, je vous l'ai dit, avaient entendu parler de Socrate, présenté comme ce bonhomme-là qui posait des questions déroutantes, qui plongeait les gens dans l'embarras, ils disent à Socrate, mais quelle est cette façon de nous départager? Quelle est cette question qui pourrait nous départager? Socrate leur dit, ne m'agressez pas, calmez-vous. Vous voulez savoir elle est belle, elle est laide, répondez à la bonne question. Et quelle est la bonne question? Qu'est-ce que le beau? Quand vous aurez dit qu'est-ce que le beau, lorsque vous aurez énuméré les critères du beau, la fille y ressemble, elle est belle, elle n'y ressemble pas, elle est laide et l'affaire est réglée. Mais je vous l'ai dit, comme ces gens-là sont ces ignorants de leur propre ignorance, ils vont se moquer de Socrate. Comment tu peux nous demander qu'est-ce que le beau? Mais le beau, c'est une belle chemise. Le beau, c'est une belle marmite. Le beau, c'est un beau coucher de soleil. Le beau, c'est un beau cheval. Et naturellement, Socrate déclatait encore en disant, mais franchement, c'est le plus monumental hors sujet que j'ai jamais entendu de toute ma carrière. Mais pourquoi Socrate leur dit, ma question, elle est tellement simple, Hippias. Qu'est-ce que le beau? Tu me parles de la beauté d'une chemise, tu me parles de la beauté d'une jeune fille, tu me parles de la beauté d'un cheval. Or, ma question n'est pas qu'est-ce qui est beau, mais qu'est-ce que le beau lui-même. Et le beau, c'est ce par quoi les choses belles sont belles. Mais même si les choses belles ne sont belles, elles ne sont belles que par rapport, non pas à elles-mêmes, mais par rapport au beau lui-même. Et il dit, ce n'est pas en me donnant 1 million d'exemples de choses belles que tu répondras à la question, qu'est-ce que le beau? Pour aller vite, non, pas beaucoup de temps. Et puis il dit, je suis d'accord Socrate, je confonds qu'est-ce qui est beau avec qu'est-ce que le beau, alors aide-moi à répondre à la question. Socrate lui dit ce que je vous ai dit, je me trahirai Hippias en répondant à cette question, parce que contrairement à toi qui étais persuadé de savoir, moi qu'est-ce que j'ai dit dès le départ, c'est que tout ce que je sais, c'est que je ne sais.